Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien sur notre antenne, sur nos réseaux sociaux. Bienvenue dans Accès Direct. Au programme, ce soir, nous parlerons économie, business et même réseau d'affaires. En effet, nous accueillons deux membres du groupe Business Network International, la BNI. Nous expliquerons tout d'ici un instant. Et même si certains imaginent l'avenir, d'autres sont bien les vitrines de nos racines. Pour en parler, qui de mieux que de Monsieur Michel Rosset, directeur de la publication et de la rédaction de l'incontournable almanach du Savoyard. Il sera avec nous d'ici quelques instants. Et puis enfin, nous parlerons sport et plus précisément triathlon avec la famille Noyer qui nous rejoindra. Émilie a 16 ans, elle revient à peine des JOJ, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, et ce avec du bronze autour du cou. Elle sera notre invitée d'ici quelques minutes. Et on commence tout de suite avec les titres du JT. Salut Vic. Salut Maniche. Et avec toi, ce soir, on va parler de la culture de l'or blanc. Dis-moi en plus. Et oui, à un mois des vacances de Noël, les stations se préparent et c'est donc dans un contexte de sécheresse prolongée qu'elles abordent la question de l'enneigement de leur domaine. On verra comment ce phénomène météorologique impacte la production de neige de culture. Un superbe sujet, j'imagine. Oui, puisque c'est moi qui l'ai réalisé. J'espère bien, j'en attends pas moi en tout cas. Et puis ensuite un supermarché un peu éco-responsable, coopératif en tout cas. Oui, c'est un concept qui se propage, on l'avait vu en Savoie avec Sébastien. Cette fois, c'est Fanette Debuisson qui nous parle d'Alpar, un supermarché, tu l'as dit, coopératif, participatif. Il a ouvert ses portes depuis 2 mois à Annecy. Tout ça, c'est dans une demi-heure, c'est dans le JT. Ne soyez pas en retard parce que ça commence à 18h30. Pétante, c'est Victoria qui le présente et c'est tout à l'heure. Merci beaucoup Vic. On se rappelle Mani. tout à l'heure pour la revue de presse. Je te laisse continuer à écrire ton JT. Le temps pour moi d'accueillir nos premiers invités. S'il vous plaît, Laurence Fayot, Arnaud Trognier de la BNI. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Merci. Alors, on va parler justement réseau d'affaires, réseau d'investissement avec le Business Network International. Alors, première question, on rentre dans le vif du sujet. Le BNI, qu'est-ce que c'est? Arnaud Trognier. Alors le BNI, c'est un réseau de recommandations d'affaires qui est né dans les années 80 aux États-Unis, qui a commencé à grandir en France en 2005. Réseau de recommandations d'affaires qui est basé sur une méthodologie de marketing de bouche à oreille, où en gros, dans chaque groupe, comme le nôtre, BNI Annecy-le-Lac, des entrepreneurs se retrouvent une fois par semaine pour développer leurs affaires. Alors concrètement, c'est une façon finalement de mettre en commun les contextes tout en finalement faisant grossir le chiffre d'affaires. Vous êtes membres tous les deux depuis quelques années, 4 ans à peu près. Laurence, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté depuis ces dernières années? Ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté du business. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, BNI, c'est avant tout un réseau qui permet de développer nos propres business. Donc moi, étant chef d'entreprise, je venais pour cette promesse-là. Et cette promesse s'est avérée être plus que lucrative et fructueuse. Donc, premier objectif atteint. Donc, au-delà de ce levier de croissance professionnelle, c'est également pour moi un levier de croissance personnelle, puisque depuis quelque temps, je suis également ambassadrice au niveau de la région. Et de ce fait, je suis amenée à rencontrer beaucoup de membres, des personnes tout à fait passionnantes et intéressantes. Donc, c'est également un levier de croissance personnelle pour moi. Alors, le principe, on le rappelle, des réunions hebdomadaires, ça c'est quasiment un des incontournables pour devenir membre. Il faut être présent aux réunions. Et qu'est-ce qui s'y passe concrètement pendant ces réunions? Alors la réunion commence à 7h30, elle finit à 9h. Donc vendredi matin. Vendredi matin, dans le cas de notre groupe, il y a un ordre de jour très pointu, minutieux. Qui est le même dans tous les BNI de France et internationaux. Tout à fait. Donc là, en fait, c'est tout le monde bosse le même sujet partout dans le monde. Oui, avec une vingtaine de points à l'ordre du jour. Tout est minuté, tout est cadré pour finir à 9h, 9h01. Les quelques temps forts de cette réunion hebdomadaire, c'est dans un premier temps la conférence de la semaine. C'est un membre qui a l'occasion pendant 10 minutes de présenter plus en détail son activité, sa valeur ajoutée, son domaine d'expertise. Ça, c'est le premier temps fort. Deuxième temps fort, tous les membres interviennent et font ce que l'on appelle dans le vocable BNI une infomerciale, c'est-à-dire une présentation personnelle de son métier pendant 30-40 secondes, ça dépend de la taille des groupes. Et le troisième temps fort d'une réunion BNI, c'est l'échange de contributions. C'est-à-dire chaque semaine, on met une loupe sur les résultats, les contributions de chacun. Est-ce que j'ai réussi à recommander cette semaine? Est-ce que la recommandation que j'ai faite il y a 2 semaines a permis à Laurence, par exemple, de générer une affaire? Et tout est comptabilisé de façon statistique, etc., pour évaluer la performance du groupe. Voilà les temps forts
Question bête, mais est-ce qu'il y a des quotas, un seuil d'investissement ou de mise en relation minimum pour rester membre, ou concrètement tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus? Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus à partir du moment où il n'y a pas un membre qui a la même activité que cette personne-là. J'allais y venir. Il y a quand même une clause de non-concurrence, et Voilà. ça, c'est un des piliers vraiment Absolument. de ce réseau. Absolument. Donc du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où cette règle déjà est vérifiée, la personne potentiellement peut venir. Ensuite, cette personne doit être aussi, malgré tout, dans un état d'esprit participatif. C'est-à-dire qu'on lui ouvre un réseau, nous, à BNI Annecy-le-Lac, il y a 50 membres. Il faut que cette personne ait envie de développer aussi notre propre réseau, de nous amener des invités, de nous amener des personnes de son propre réseau pour étendre BNI, Annecy-le-Lac, et puis pour permettre à chacun de générer du business avec son réseau, avec nous. Il y a quand même un petit côté culture des chiffres, parce que finalement, on est là pour ça. Arnaud. Oui, on est là pour ça. Et d'ailleurs, un groupe BNI, en tout cas, c'est comme ça qu'on souhaite le faire dans notre groupe. Il est géré comme une entreprise. Déjà, au début de chaque mandature, il y a toute une équipe qui change tous les 6 mois. Donc, il y a tout un organigramme. Et chaque équipe, en début de mandature, se fixe des objectifs. Et il y a un contrôle, il y a vraiment une culture du chiffre, du résultat, au niveau groupe, au niveau membre aussi. Notre département ressources humaines, qui s'appelle le comité des membres, fait un suivi personnalisé des membres pour s'assurer qu'ils sont dans la bonne application de la méthodologie, qu'ils ont une performance satisfaisante, et si elle n'est pas satisfaisante, c'est les prendre par la main pour les aider à mieux contribuer, mieux inviter, mieux recommander, mieux se présenter, etc. Alors, je vous avoue, il y a quelques jours, je n'avais pas du tout conscience de l'existence d'un tel réseau d'affaires. Et de mon point de vue de néophyte, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu, il y a un côté cercle un peu fermé d'entrepreneurs. Bon, rassurez-moi, on n'est pas dans une société pyramidale, sectaire, vous ne portez pas de capuche à vos réunions ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas une secte, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, au sein de la région, donc qui est composée de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, on a 18 groupes plus 6 en création. C'est une démarche qui fonctionne, qui s'avère pertinente, qui s'avère être efficace, parce que c'est surtout ça ce que l'on vient rechercher. C'est que aujourd'hui, si on va faire nos propres prospections commerciales, c'est-à-dire qu'on prend nos téléphones ou en faire du porte-à-porte, c'est moins efficace et moins bénéfique aujourd'hui. En tout cas, il y a moins de conversion que si je vous dis « Ah, Emmanuel, je connais quelqu'un qui a besoin d'une activité, d'un journaliste comme toi, va voir un tel. » Ou si je vais dire à Arnaud, ben voilà, Arnaud est photographe. Arnaud, dans cette entreprise, il recherche un photographe, vidéaste, pardon, excuse-moi, vidéaste qui a besoin d'organiser une vidéo de son entreprise, vas-y de ma part. On lève des frontières et la recommandation de bouche à oreille est finalement extrêmement efficace et pertinente. L'antenne Annecy-le-Lac a été fondée en 2014. Maintenant, il y a un petit peu de bouteille, si vous me permettez l'expression. Vous avez aujourd'hui 50 membres sur ce bureau d'Annecy-le-Lac. Comment vous voyez l'avenir? Continuer à croître ou à un moment on va arriver à une certaine limite? Comment ça se passe? Il faut continuer à grandir. L'expérience, pas de notre groupe, mais l'expérience d'autres groupes au niveau national montre que si on commence un petit peu à se relâcher, à se dire on est 50 membres, c'est bien, etc., le groupe va s'essouffler. Il faut créer cette dynamique de recrutement. Et aujourd'hui, la stratégie, et depuis 6 mois d'ailleurs, la stratégie de notre groupe, c'est de faire du recrutement ciblé. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en sphère professionnelle, c'est-à-dire sur des pôles de compétences. Personnellement, je suis dans la sphère marketing et communication. On a une réunion mensuelle, tous les membres de la sphère, et on se pose une question chaque mois. Comment faire grandir notre pôle de compétences? Quelles sont les professions pertinentes que l'on souhaiterait faire rentrer dans le groupe? Et donc, on fait des invitations ciblées vers ces professions. Et aujourd'hui, on essaye de recruter. On a une liste de métiers par sphère professionnelle. Et on ouvre tous nos carnets d'adresses, justement, pour viser ces professions spécifiques qui vont venir étoffer, dynamiser un pôle de compétences. Vous l'avez compris, si vous aussi vous êtes investisseur en manque de carnet d'adresse ou tout simplement de chiffre d'affaires, n'hésitez plus, il y a une solution qui existe, elle s'appelle BNI Annecy-le-Lac. Annecy-le-Lac, si vous êtes dans les parages, bien sûr, il y en a d'autres au niveau régional. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre à toutes mes questions aujourd'hui. Je vous garde encore un instant puisque pendant qu'on parle économique, je me permets de faire l'antichambre du JT en vous proposant
ce soir d'écouter 3 représentants de nos banques régionales, la Caisse d'épargne, la Banque populaire et le Crédit agricole, qui fêtaient ce lundi soir les 3 ans de leur partenariat avec la Caisse des dépôts. La société qu'ils ont créée ensemble est nommée la Foncière Hôtelière des Alpes, a déjà déboursé 21 millions d'euros pour créer 3500 lits chauds en Savoie, en Haute-Savoie et en Isère. Ils nous expliquent leur gros projet et répondent aux questions de Tancred Mellet, François Pirot et Pierre Boucon. On les écoute. Et il y a quelques années, nous avons décidé de travailler sur la problématique des lits froids. Vous connaissez cette problématique, lits froids, lits chauds. Et donc, on a décidé de lancer une idée. Cette idée était de créer une foncière qui allait racheter d'anciens immeubles ou d'anciens appartements pour les réhabiliter. Et aujourd'hui, nous faisons un bilan très très positif de cette initiative. Le développement économique de nos stations, de l'offre de lits commerciaux, s'est fait au travers du modèle de la résidence de tourisme et adossé à l'investissement des particuliers au travers de la défiscalisation. Ce modèle, aujourd'hui, produit mécaniquement et de façon tendancielle, inexorable, un refroidissement des lits commerciaux. Ils sortent des circuits de commercialisation. Nous avons choisi justement un objet resserré sur les hôtels et clubs hôtels parce que ces lits, par nature, et fondamentalement et durablement, seront des lits commerciaux qui ne sortiront pas des circuits de commercialisation. On a réalisé un Club Med, on va inaugurer dans les prochains jours le Club Med des Arcs. On réalise ce Club Med, nous, seuls, foncières, hôtelières des Alpes et les banquiers qui sont à nos côtés. Donc c'est vraiment notre bébé à nous seuls, nos 5 banques. Et puis on a des projets innovants, comme on a été les premiers à partir dans l'auberge de jeunesse nouvelle génération sur France Hostels et aux Deux Alpes. Ceci étant dit, on a fait ça il y a 3 ans et aujourd'hui, ce sont ce type de projets hybrides ou mixtes qui tapent le plus souvent à la porte de la foncière hôtelière. Et par la magie de la télévision, mes invités se sont transformés en présentatrices de JT. Victoria, le grand retour. C'est ça. Et avec toi, on va voir la revue de presse et on va commencer avec un ermite moderne. Oui, c'est un étudiant. Seb nous en parlait la semaine dernière. Jacob Carou est un étudiant de 24 ans qui a choisi de vivre pendant 7 mois dans le refuge d'Artaran, dans les Pyrénées, à 1700 mètres d'altitude. Son aventure s'est terminée en octobre dernier. Et depuis, il a décidé de partager ce qu'il a vécu dans une série qui s'intitule tout simplement Pyrénées. On vous invite évidemment à aller visiter sa page YouTube. C'est ce que nous avons fait et on regarde tout de suite un extrait du dernier épisode de Pyrénées. Ou pas, parce qu'on annonce en régie qu'on l'a pas. On vous fait un peu de teasing, mais oui, c'est ça. Il faudra aller voir vous-même sur Internet directement. Comment s'appelle On n'a pas de chance avec cette vidéo puisque Seb avait eu le même problème. Donc c'est la journée type d'un ermite. Tout simplement. Donc si vous Sur voulez en YouTube. savoir plus sur les gardiens de refuge, du côté des Pyrénées, c'est là qu'il faut se passer. Exactement. Deuxième c'est très petit intéressant. autre article, un peu plus proche de chez nous. Oui, on parle d'oiseaux avec les aigles du Léman. Je sais que tu aimes les belles histoires, Manu, et donc j'ai pensé à toi en découvrant Je suis tout oui. cet article de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. L'article parle de Jacques-Olivier Travers, qui est le fondateur des Aigles du Léman. Il vient de publier un livre, Voler avec les aigles, et pour cause, ce passionné c'est ce qu'il fait depuis 20 ans. C'est un fauconnier. Il est connu dans le monde entier pour ses vidéos, notamment une vidéo que l'on peut voir dans cet article et qui montre le vol d'un de ses aigles depuis le sommet du Burj Khalifa à Dubaï. La vidéo a fait tout de même 1 milliard de vues. Ah oui. De quoi rendre célèbre ce parc animalier du Léman qui est situé à Sciez, non loin de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Dans ce livre, il explique les coulisses de ces vols spectaculaires, mais aussi ses projets de réintroduction de certaines espèces dans les vallées alpines. Et pour information, les aigles du Léman, c'est aujourd'hui le premier centre de reproduction de rapaces en Europe. Il compte 220 rapaces de 80 espèces différentes. Question piège, c'est lequel celui-là qu'on voit à l'antenne? Je ne pourrais pas te dire, Manu. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Sharkan, ça m'a beaucoup marqué, un des aigles. Bon, voilà, non, je c'était sais pas si l'espèce, c'est moi. lui. C'est un pigargue à tête blanche pour toi. Tu es plus cultivé que moi, du coup. Symbole des US. Sur les oiseaux. Et du coup, on s'intéresse aussi aux oiseaux avec toi, Manu. Dans Oui, cette parce chronique. que tu vois, en ce moment, je suis très chasse et pêche animaux, donc ça me va bien. On continue avec les oiseaux nicheurs qui ont pris un peu de plomb dans l'aile ces dernières années en Suisse. En effet, selon un atlas qui vient de sortir il y a quelques jours à peine et qui dresse un état des lieux très complet des oiseaux nicheurs
En Suisse et au Liechtenstein, j'ai réussi à le dire, le nombre des vertébrés ailés a diminué de 40% en 20 ans dans les zones agricoles. Alors c'est un constat alarmant, principalement dû à l'agriculture intensive, car oui, c'est sûr que utilisation d'engrais égale moins d'insectes, coupe d'herbes fréquentes égale moins de matériaux justement pour aider ces oiseaux à nicher, pourtant loin d'être un oiseau de mauvais augure. L'Atlas met également en lumière que les populations d'oiseaux forestières, elles se portent très très bien, gérées grâce notamment à une gestion très concertée de la forêt. En tout cas, grâce à cet atlas, de nombreuses associations y voilà un outil très compétent pour demander à la Confédération helvétique une politique agricole plus naturelle, je vais y arriver, face aux zones gérées intensivement. Donc, quand même, c'est un bon signe. Et puis on change complètement de sujet avec une sorte de remake des Tontons Flingueurs à Lyon. Ouais, alors tu sais que j'aime beaucoup raconter des histoires. Alors, j'essaie de te la faire courte. Je te raconte l'histoire de Élie Dahan. Alors, c'est un ancien truand de 71 ans qui habite à Villeurbanne et qui est surtout connu pour s'être fait arrêter il y a quelques années avec à peu près 200 kilos de cocaïne sur lui. Bon. Comme il s'agit d'un des membres assez influents de la pègre lyonnaise, la police judiciaire l'avait mis sous écoute depuis quelques mois à cause d'une affaire un peu frauduleuse de faux billets. Mais bon, si la police espérait donc quelques tuyaux, il ne s'attendait pas à des aveux complets sur toutes les activités du brigand. Et donc un enregistrement a été rendu possible car le truand, en fait, s'est fait truander, tout simplement. Et oui, il avait avancé 36 000 € à un autre dealer pour de la poudre blanche, mais au terme de plusieurs semaines, quand il est rentré en contact avec ce mec, c'est la police judiciaire qui l'attendait et qui a donc permis au final de mettre 5 personnes en examen puis écrouées. Un vrai haut fait pour la police judiciaire lyonnaise qui n'aurait pas imaginé qu'un tel ponte de la pègre puisse faire une erreur de besaille, tout simplement. C'est digne d'un film hollywoodien. Moi, j'aime bien cette histoire. Merci beaucoup. Merci Manu. Victoria, on se retrouve tout à l'heure pour le tout à l'heure. JT. C'est dans quelques minutes, mais j'accueille tout de suite notre prochain invité en la personne de Monsieur Michel Rosset. Bonjour Michel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est vrai que Almanach du Savoyard, Almanach Savoyard, 8 Mont Blanc, bon, concrètement, on peut dire qu'on est quelques représentants de la culture avec un grand C des Pays de Savoie. Effectivement, l'Almanach est un conservatoire et la mémoire de nos traditions et coutumes des Pays de Savoie que l'on retrouve chaque année dans l'édition à venir. Et en tout cas, cette année, vous avez la gentillesse de nous inviter pour présenter cette édition 2019 de l'Almanach Savoyard. Une édition 2019. Et moi, ce qui m'éclate, c'est numéro 74. Numéro 74. Celui-là, ça ne s'invente pas. Effectivement, celui-ci, pour notre département de la Haute-Savoie, il est au numéro 74. L'année dernière, nous étions le 73, bien évidemment, pour notre édition savoyarde. Bon, oui, tout le monde le connaît, tout le monde l'a eu, tout Savoyard vrai, en tout cas, l'a eu une fois dans les mains. Vous savez qu'on soit savoyard ou pas, à partir du moment où on s'intéresse à son environnement géographique, culturel, agricole, on a intérêt à découvrir et à lire l'Almanach. Les rubriques sont nombreuses. On parle de faune, on parle de flore. On parle de faune, par exemple, avec le coucou cette année. Vous savez, ce coucou, cet oiseau qui pond ses œufs dans les nids des autres, où la mère de l'oiseau, elle lèvera ensuite l'oisillon. On parle d'histoire. Sachez qu'en 1534, Genève a quitté la Savoie pour se rapprocher de Bernay-de-Fribourg. On parle de territoire, avec la vallée des Villars en Maurienne. Un super reportage, d'ailleurs. Un reportage, effectivement, où on va à la rencontre, comme vous, à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre ce territoire. Donc, si vous voulez, l'Almanach s'adresse à tout le monde. C'est intergénérationnel, qu'on soit jeune ou moins jeune, enfants, petits-enfants, grands-parents, parents. Je pense que par la diversité des rubriques, on y trouve un intérêt. Bon, présent depuis 1946, est-ce que vous arrivez encore à trouver de la matière pour fournir tous ces dossiers, tous ces reportages, toutes ces pages? La matière est inépuisable en Pays de Savoie. Il suffit d'être à l'écoute, de se promener et d'aller rencontrer nos lecteurs tout simplement. Ils sont la première source d'information. D'ailleurs, c'est l'occasion ce soir de rappeler qu'eux nous interpellent soit par mail, soit par téléphone, soit par lettre ou courrier pour nous dire, tenez, dans mon village, on perpétue une tradition. Dans mon village ou dans mon canton, nous faisons encore ça chaque année. Aujourd'hui, il y a une telle activité, je pense à une tradition du bœuf de Pâques. Aujourd'hui, à Mieuxy, nous avons rencontré un boucher qui perpétue cette tradition du bœuf de Pâques annuel. Donc, c'est à la rencontre et en étant à l'écoute que nous arrivons à enrichir chaque année notre almanach. Concrètement, ça prend un an qui raconte en même temps 2017 et qui va annoncer... Non, je suis à l'ouest. Vous avez presque raison, parce qu'on commence effectivement l'année d'avant et l'année après. Du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018 pour les nouvelles de l'année. C'est une rétrospective des événements qui se sont déroulés dans nos pays de Savoie. Et dans une génération aujourd'hui, dans un monde où tout va si vite, où une information chasse une autre information, eh bien nous prenons le recul
pour sortir les informations qui ont le plus marqué notre territoire ou les hommes qui vivent dans ce territoire-là. Donc ça, ce sont une rubrique fort appréciée qui sont une nouvelle de l'année, vous avez raison. Combien de temps de travail pour éditer un ouvrage comme ça? C'est un an. Pourquoi c'est un an? Parce que nous n'hésitons pas à remettre 100 fois notre ouvrage sur le métier pour compléter, pour avoir une autre vision, une autre perception du documentaire sur lequel on travaille. Vous me parlez combien de temps? Bien actuellement, je sors des vergers savoyards pour aller rechercher déjà le fruit de notre prochaine rubrique de ces anciens fruits, variétés propres à nos pays de Savoie. Donc je travaille déjà sur l'édition 2020. Alors, dans cette édition 2019, justement, vous faites un super focus avec le reportage sur la vallée des Villars. Comment ça vous est venu, l'idée d'aller là-bas? Est-ce que justement, c'est les lecteurs qui vous ont interpellé ou est-ce que c'est vous qui avez fait les démarches? Très bon exemple dans l'introduction, justement, on le cite. C'est un lecteur qui nous a écrit en nous disant « Venez découvrir notre belle vallée des Villars ». C'est une vallée qui a connu une forte émigration dans toute la France, étant donné dans ces années 1900 la forte densité qu'il y avait par famille. Ils ont parti un peu aux quatre coins de France. Et dans la vallée des Villars, la spécificité, c'était que ces familles-là étaient des ramoneurs. Et ces ramoneurs, bien souvent, en revenant l'été, certes, faire les travaux familiaux, ont ensuite éparpillé un peu partout en France. Et là, c'est un ancien, effectivement, habitant et originaire des Villars qui nous a envoyé un courrier. C'est ce que l'on explique en introduction et qui nous a dit « Venez découvrir notre beau pays ». Nous y sommes allés. Ben voilà, si vous aussi, vous ne voulez plus avoir de surprise pour l'année qui arrive, n'hésitez pas, l'Almanach Savoyard, il est déjà en kiosque? Et il est en vente depuis le 1er octobre chez tous les marchands de journaux. Et puis, très attaché au territoire, nous sommes également présents dans les boulangeries ou les épiceries dans nos villages des pays de Savoie. Tout simplement, n'hésitez plus, il est là. C'est un incontournable, on ne le présente plus. Michel Rosset, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Eh bien, avec plaisir, bien puisque j'imagine qu'il y a encore pas mal de travail avant les prochains. Je vous laisse repartir en régie. Juste le temps pour moi d'accueillir Anthony Perrin qui devrait être par Skype. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargé d'éducation au développement durable et vous êtes le coordinateur du collectif du Festival des Solidarités sur le secteur de la mode Servolex. Alors bon, c'est un sacré intitulé, mais concrètement, ça veut dire que vous êtes en charge du Festival des Solidarités sur la mode Servolex. Alors, on le rappelle, c'est un festival national. Concrètement, il y a plus de 1600 événements en France. Et à la mode, par contre, il va se passer plusieurs choses et plusieurs événements assez incontournables. Alors oui, tout à fait. Le collectif national s'appuie sur des initiatives associatives et publiques communales pour des moments d'animation sur la dernière quinzaine du mois de novembre. Donc, à l'honneur de la solidarité internationale et de la solidarité locale, ce qu'on appelle le Festival des Solidarités. Et depuis 2008, la mode Servolex, la commune de la mode Servolex, encadre 3 associations, un collège et le lycée Renac pour l'organisation d'un programme d'animation sur cette quinzaine, effectivement. Alors concrètement, vous l'avez dit, c'est du 16 novembre au 2 décembre. Il y a depuis 20 ans beaucoup d'événements en France. Pour y adhérer, pour faire partie de ce Festival des Solidarités, concrètement, on vous a proposé cette année une thématique, fait signer une charte et à partir de là, c'est vous qui gérez. Oui, tout à fait. Le programme des Festivals des Solidarités est assez libre. Hein. Les thématiques sont assez variées. Ça peut aller du commerce équitable à l'accueil des migrants, à l'interculturalité. Cette année, on a fait le choix de travailler plutôt sur l'interculturalité et le vivre ensemble, qui recoupe plusieurs thématiques comme l'accueil effectivement des migrants, mais aussi savoir vivre ensemble, le commerce local, acheter local. Voilà, il y a plein de thématiques qui rentrent là-dedans. Et dans ce cadre-là, effectivement, notre Festival des Solidarités va aussi répondre à d'autres festivals qui sont en cours actuellement, le mois de l'économie sociale et solidaire et le festival alimentaire notamment. Donc dans ce cadre-là, on va proposer 2 projections, une projection par semaine. Donc ce soir, une projection Le Champ des Possibles, qui est un documentaire du festival alimentaire sur la mode Servolex à la salle Bellevarde à 20h. Et la semaine prochaine, à la même heure, 20h, à la Bibliothèque des Deux Mondes, on va proposer un film qui s'appelle L'Empire de l'or rouge, qui parle un peu de la mondialisation autour du produit de la tomate et comment remédier à ça, comment choisir plus local, choisir plus équitable, qui sont des thématiques de souveraineté alimentaire, tout simplement. Merci beaucoup Anthony Perrin, je vous souhaite beaucoup de courage et de belles réalisations pour cette quinzaine qui arrive et qui s'annonce déjà chargée, j'en suis sûr. Alors peut-être qu'on aura juste un temps en plus, un temps qui est assez important, qui est le temps festif du fin de festival, qui s'appelle le Festival Stress à Soupe. Le vendredi 30 novembre, on propose une soirée participative, on propose aux habitants de l'agglomération, voire plus loin, de venir faire une soupe collaborative avec nous, avec des produits locaux et fermiers. Et puis, on va proposer un spectacle sur l'interculturalité et de vivre ensemble, justement, en fin d'animation, le vendredi 30 novembre à la salle des Pervenches, à partir de 17h. On aura aussi des jeux coopératifs.
Et puis tout au long de cette semaine, je tenais à le préciser parce que c'est important, on fait des animations en temps scolaire aussi dans les écoles, dans les collèges et au lycée. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces précisions, Antoine Perrin. Bon courage pour la suite. À bientôt. Merci. Au revoir. Et on passe d'une casquette à une autre et tout de suite j'accueille nos prochains invités et la famille Noyer qui est là. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Émilie et Thibaut, le papa. Ouais. Alors Émilie, toute jeune médaillée de bronze de triathlon, c'était du relais mix, si je ne dis pas de bêtises. C'était aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. C'était il y a quelques semaines à peine. Tout d'abord, félicitations. Merci d'être là avec nous. Question bête, mais comment ça se passe dans la tête alors, maintenant avec la médaille des JOJ autour du cou C'est une satisfaction, on va dire. C'est vraiment super agréable. Et puis, tous mes proches sont très heureux pour moi. Moi, je suis super contente aussi. Et donc, ouais, ça fait que du bien. Bon, c'est le fruit, la résultante de beaucoup de travail, j'imagine, en amont, beaucoup d'entraînement dans ton club des Vallons de la Tour. Et j'ai l'impression que tu es quand même assez bien encadré et que vous êtes quelques-unes jeunes filles, on va dire, à se tirer un peu la bourre et à avoir les dents longues ces dernières années. Oui, c'est sûr. Dans ma catégorie, là, je suis en cadette cette année. Il y a quand même pas mal de niveaux. On va dire que les filles qui sont avec moi, on est souvent... ça se joue à peu de choses, on va dire. Donc oui, c'est sur des petits détails qui feront qu'une sera prise ou l'autre ne le sera pas. Et donc c'est pour ça qu'on travaille très dur pour toujours essayer de gagner, on va dire. Alors les JOJ, c'était comment? Quel est le souvenir qui te restera? Cette médaille, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est le meilleur souvenir qui me restera parce que c'était un moment magique en fait. C'est un moment que j'oublierai jamais. Puis ouais, c'est des sensations qu'on peut éprouver que sur des courses comme ça ou sur des événements comme ça. Thibaut Noyer, papa d'Émilie, Oui. comment on vit la célébrité naissante justement de sa fille comme ça? Célébrité, c'est un grand mot. C'est des sports qui sont quand même assez mineurs, entre guillemets. Donc il n'y a pas de célébrité. On vit ça très bien, on est très heureux pour elle. On sent qu'elle est épanouie, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Et on vit, nous également, avec sa maman, la famille, vraiment des superbes moments partagés. J'imagine qu'il y a quand même toute une organisation autour d'un athlète comme ça pour lui permettre de se mettre vraiment à fond dans ses compétitions. Vous, derrière, ça doit influer quand même sur votre vie. C'est tout à fait vrai. Il faut savoir qu'à son âge, elle s'entraîne, enfin toutes les filles de sa catégorie s'entraînent entre 15 et 18 heures par semaine, auquel il faut ajouter bien entendu le scolaire. Donc c'est toute une organisation, il faut emmener à la piscine, il faut emmener au stade, il faut aller faire du vélo. Donc l'agenda... Ouais, en plus, c'est pas un seul sport. C'est 3 sports. Tu mets encore les difficultés en plus parce qu'il y a plusieurs sites d'entraînement. C'est ça. Et donc c'est minuté, tout est minuté. Il n'y a pas bien le temps de faire autre chose, mais on y arrive, elle y arrive. Bon, comment ça va se passer à partir de là pour toi, Émilie? Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'objectif. Je vais prendre les choses étape par étape, puis je vais voir ma progression. Si je continue à progresser, je sais pas ce qui se passera, mais peut-être que et sûrement des bonnes choses m'arriveront. Et donc voilà. Donc pour l'instant, je prends les choses étape par étape. Je continue l'entraînement, et c'est le plus important. Non, si je dis pas de bêtises, tu es championne de France jeune depuis cet été, puisqu'il y avait juillet, de France jeune cet été. Tu fonctionnes au niveau mental de compétition en compétition ou tu as déjà justement c'est par rapport à ta marge de progression, comment tu estimes un petit peu ton futur? Cette année, c'est allé vraiment très vite. Donc en fait, j'avais vraiment pas pensé pouvoir faire des choses comme ça. Donc on va dire que oui, c'est pas planifié en fait, c'est vraiment les choses arrivent comme elles arrivent et je prends ce qui arrive et j'en tire le meilleur possible. Bon. Papa, comment on se sent à côté de ça? Est-ce qu'on épaule, on essaie de donner un axe? Oui, bien sûr, on essaie de l'aider au maximum et on est nous aussi surpris par les résultats. Mais même tous les jeunes qui sont autour, c'est assez bluffant. Les capacités qu'ils ont à progresser rapidement, à apprendre, à écouter, à se concentrer. Et on se rend compte aussi que ces sports-là, ces sports d'endurance qui sont assez difficiles quand même, ils apportent beaucoup de bonnes choses et de bonnes vertus dans la vie de tous les jours, même à l'école, se concentrer, apprendre à travailler,
partager avec les autres. Donc c'est plein de bonnes choses. Donc on vit à fond les moments et on en profite. Vous l'évoquiez il y a quelques minutes, c'est vrai que bon, ce n'est pas le plus médiatisé de tous les sports, le triathlon. Ouais. Pourtant, il y a quand même des valeurs. Les valeurs qui sont propres au vélo, à la natation, à la course à pied, et tout ça dans un même sport. Qu'est-ce que toi, Émilie, tu en tires au quotidien? Est-ce que, je ne sais pas, ça t'aide dans ta vie de tous les jours ou... Ah bah, ça m'apprend beaucoup de choses. Bah, par exemple, ça m'apprend à être organisée parce que le nombre d'entraînements dans la semaine, plus le scolaire à côté, c'est quelque chose... Ça fait beaucoup. Ouais, c'est une grosse organisation, on va dire. Donc, et puis surtout, il y a des valeurs comme l'amitié. J'ai des super amis au triathlon que j'ai pas à l'école, par exemple, ou des relations. Ça, je pense on devient plus mature en faisant ce sport. Bon, pas seulement ce sport, hein, oui, dans beaucoup d'autres sports aussi. Mais c'est vrai que voilà, l'organisation et l'amitié, on va dire, je pense que c'est les deux des choses que je retiendrai. Eh ben, en tout cas, on s'y engage à Huit-Mont-Blanc. On viendra te suivre par chez toi au niveau de tes entraînements pour faire un petit focus et savoir un petit peu plus comment ça se passe ta vie au quotidien. Ça, on va caler ça en amont. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été sur ce plateau aujourd'hui. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi d'accueillir une nouvelle fois Victoria Lopez et son rappel des titres qui seront développés dans quelques secondes à peine. Et on va commencer avec des enneigeurs. À un mois des vacances de Noël, les stations se préparent. Et c'est dans un contexte de sécheresse prolongée qu'elles abordent effectivement la question de l'enneigement de leur domaine. On verra un reportage complet dans le journal. Et puis Fanette de Buisson s'est tournée vers des problèmes de consommation. Avec un concept qui se propage, Alpar est un supermarché coopératif participatif. Il a ouvert ses portes depuis 2 mois à Annecy. Elle nous en dira plus dans le journal. C'est dans quelques minutes, c'est dans le journal télévisé. Restez bien fidèles au poste. On revient tout de suite, juste après une page de pub.